Bon, alors reprenons. Oui, donc c'était pas mal finalement qu'on parle un peu plus du modèle de Bohr et de la quantification du moment angulaire, parce que c'est précisément cette hypothèse, mais qui est très fondée par ses implications, que cherche à tester ou approfondir ou creuser l'expérience de Stern et Gerlach. Donc je vais vous décrire un petit peu cette expérience, son principe, ce qu'elle vise. Je l'ai un peu dit, je pourrais donner un peu plus de détails sur la manière dont a été... Enfin, sur les idées qui avaient cours à l'époque, mais je pense qu'il vaut mieux qu'on aille directement sur l'expérience proprement dite et ses résultats, parce que ce sont eux qui vont nous permettre d'identifier une structure de l'espace des états dont je parlais au tout début. Alors l'expérience de Stern et Gerlach vise à mesurer le moment angulaire. Alors en fait, via le moment magnétique, donc mesurer, je vais l'écrire comme ça, ce qu'on appelle le moment magnétique. Je n'ai pas encore dit ce que c'était. Bien qu'on ait probablement déjà parlé du moment magnétique dans un cours précédent, mais mesurer le moment magnétique d'atomes, en l'occurrence d'atomes d'argent. Ag, c'est le symbole chimique de argent. J'ai peut-être dû écrire en toutes lettres trop tard. Alors, qu'est-ce que le moment magnétique? Alors, en fait, vous vous souvenez quand on a fait l'électromagnétisme, enfin, quand on a évoqué l'électromagnétisme, il y a l'idée qu'un courant, les charges génèrent du champ électrique, les courants génèrent du champ magnétique. D'accord ? Donc, si vous avez, alors, et j'avais en particulier, je pense, parlé d'une spire de courant. Si vous avez un courant qui tourne dans un circuit circulaire comme ça, enfin, il n'est pas obligé d'être circulaire, mais tant qu'à faire, ça produit un champ magnétique qui a des caractéristiques d'être, enfin, produit un champ dipolaire électrique, en fait, identique à celui d'un aimant. Donc, en fait, une petite spire de courant comme ça, c'est... Alors, je vais peut-être la représenter plutôt un peu en perspective comme ça. Si vous avez un courant qui tourne comme ça, ça génère un champ magnétique. Donc, si je représente ces lignes de champ, alors par symétrie, là sur l'axe, ça fait le champ magnétique est orienté comme ça. Hors de l'axe, ça fait un truc comme ça. Ça fait un champ qui se reboucle sur lui-même, là, comme ça. Enfin, oui, voilà. Un champ qui part comme ça. Puis qui revient de là. Voilà. Bref, ça fait un champ magnétique avec certaines lignes de champ particulières qui sont exactement les mêmes que... en tout cas, quand on est à grande distance, celles produites par un aimant. En fait, tout ça, c'est équivalent à un petit aimant avec le pôle nord et le pôle sud, qui ferait exactement la même chose. Et donc, en fait, dans une représentation où vous avez l'électron comme ça qui tourne autour d'un proton, en fait, un électron qui tourne, c'est un courant électrique, puisqu'un courant électrique, c'est un déplacement de charge. Donc, je suis repassé en vue du dessus, là, je sais pas. Cet électron qui tourne crée un petit courant, et donc, il s'apparente à un petit aimant. Et l'aimant est caractérisé par ce qu'on appelle le moment magnétique, si vous voulez, c'est l'intensité de l'aimant. Plus l'aimant est fort, plus son moment magnétique est fort. Pareil, plus le courant électrique est important,
plus le champ magnétique créé va être important. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait des bobines, des bobinages, vous avez dû voir des bobines. On fait plusieurs spires, en fait, les unes sur les autres, voilà, et ça permet d'avoir un champ important. Donc le moment magnétique caractérise l'intensité du champ magnétique, et comme pour le moment angulaire, c'est une grandeur qui a une certaine taille, mais qui a aussi une certaine direction, et donc, naturellement, la direction de ce moment magnétique, c'est la direction de l'aimant, quoi, hein, du sud vers le nord, comme ça. Donc, à chaque aimant, on peut associer une intensité magnétique, si on veut, et une direction. Pareil pour, en fait, un circuit électrique, et en particulier donc, pour un électron qui tourne. Donc, en fait, une particule chargée qui a un certain moment angulaire, un certain donc, moment angulaire associé à un mouvement orbital, si on a une vision naïve comme ça, mais sinon, voilà, un corps peut avoir un certain moment angulaire, donc une quantité de rotation. S'il est chargé, cette quantité de rotation est associée à un moment magnétique, c'est-à-dire cette rotation d'une charge va générer un champ magnétique. Donc, en fait, l'idée, c'est bien sûr d'examiner le moment angulaire, puisque c'est ça qui intervient, qui est quantifié dans le modèle de Bohr. Mais l'idée, c'est que, puisque c'est des particules chargées, en fait, à ce moment angulaire doit être associé un moment magnétique. Et le moment magnétique, c'est plus facile à mesurer, parce qu'on ne va pas regarder l'électron tourner. Par contre, un moment magnétique, si c'est un petit aimant, alors on a peut-être une chance de pouvoir interagir avec ce petit aimant. Comment? Avec un autre aimant. Hein. Par exemple, on pourrait l'attirer, on pourrait le dévier, etc. Donc l'idée, c'est d'aller sonder la quantification du moment angulaire par la quantification qui en résulterait du moment magnétique associé, parce qu'à chaque moment angulaire est associé un moment magnétique. Donc l'idée, c'est qu'il y a... Alors, si on convertit le moment angulaire en moment magnétique, simplement à partir en prenant en compte la charge de l'électron, on arrive à un quantum de moment magnétique qu'on appelle le magnéton de Bohr. Bohr, évidemment, hein, voilà, donc je vais le noter comme ça, quantum de moment magnétique. Qu'on appelle le magnéton de Bohr. Magnéton comme particule magnétique, évidemment, c'est une analogie grossière, mais enfin, disons, c'est juste un nom. Mais, donc, et on le note mu, B, mu comme moment, et B comme Bohr. Voilà. Peu importe. Si on a besoin de grandeur, je le noterai comme ça. OK. Donc l'idée, c'est de voir si, par hasard, le moment magnétique des atomes d'argent, dont à l'époque on a de bonnes raisons de penser que ils devraient, parce qu'ils n'ont qu'un seul électron libre sur leur dernière orbite, et donc on peut associer le moment angulaire de l'atome d'argent, pensait-on, parce que finalement il s'avérait, comme je vous disais, que ce n'était pas ça, et que ce qu'on a mesuré, c'est le moment magnétique associé au spin de l'électron, mais peu importe. L'idée, c'était que ces atomes d'argent... Donc, quelque part, il y a de la chance derrière, mais soit. N'empêche, l'expérience a été faite dans un but précis, et ce qui est important, c'est qu'elle était capable de détecter certaines choses, et dont on pensait qu'elles étaient présentes. En fait, c'était une autre chose qui était présente, mais du même type, et donc on l'a mesuré aussi. La prouesse expérimentale, c'est vraiment d'être arrivé à construire un dispositif qui permet de détecter des moments magnétiques aussi faibles que le magnéton de Bohr, qui effectivement est très très petit pour nos standards. Et donc, enfin voilà. Alors, donc voilà, on avait bonne raison de penser que ces atomes d'argent pouvaient avoir, si la quantification, etc., était correcte, c'était pas juste un effet, un truc apparent, mais quelque chose de profond,
devait avoir deux états possibles, enfin, pardon, excusez-moi, je retire ça, devait avoir un moment magnétique intrinsèque dans leur état fondamental, pas excité, disons sur l'orbite standard à basse température quand l'atome n'est pas excité, devait avoir comme valeur du moment magnétique exactement le magnéton de bord. Ok, c'était ça l'idée. Et donc, ce qu'on avait constaté avec les expériences de Zeeman, je vous ai parlé de l'effet Zeeman, donc quand on met les atomes dans un champ magnétique, ça modifie l'énergie des raies d'absorption. Et donc là, vous voyez comment, en fait, un champ magnétique extérieur peut interagir avec l'énergie des raies ici, justement via le fait qu'au moment angulaire orbital des électrons est associé à un moment magnétique, c'est-à-dire un petit aimant, et donc on comprend bien comment un champ magnétique extérieur peut interagir avec le petit aimant. Mais ce qu'on attendait n'était pas ce qu'on mesurait, il y avait des choses étranges. Bref, l'idée c'est de faire une mesure pour essayer de voir s'il y a une quantification de l'interaction d'un champ magnétique avec un atome porteur d'un certain moment magnétique du fait du mouvement de ces électrons. Alors, ouais. Pourquoi parlez-vous de l'idée était de faire une vérification parce qu'a priori, c'est parce qu'on avait déjà vu la vérification en dessous. Ouais. Okay. Ouais. Oui, oui. Donc, voilà le principe. On a un four avec de la vapeur d'argent. On chauffe assez pour qu'il y ait de la vapeur d'argent. Et puis on fait un petit trou. Et donc, il sort des atomes d'argent avec une certaine vitesse, parce qu'on l'a chauffé, donc vous savez, ça correspond, enfin, la température est associée à l'agitation des molécules. Voilà, donc vous faites un jet d'atomes d'argent. Donc cette technique des jets atomiques était tout juste en train de se développer. Vraiment, là, au niveau expérimental, c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait, mais je ne rentre pas dans tous ces détails. En tout cas, l'idée est venue d'utiliser cette technique des jets atomiques pour faire passer donc des atomes, j'allais dire des petits atomes d'argent, des atomes d'argent, quoi. Il n'y en a pas des petits ou des gros, c'est tous les mêmes. De les faire passer dans une configuration magnétique entre deux aimants, comme ça. Alors, entre deux aimants avec des formes, si je les représente de profil, l'idée c'est que c'était un truc un peu comme ça. Si je me souviens bien. Enfin, je risque de dire des bêtises, peu importe. L'idée, c'est que c'est une configuration d'aimants. Donc, je l'ai fait sans forme, mais enfin, il y a effectivement un décrochement comme ça qui introduit un gradient de champ dans une certaine direction. C'est-à-dire qu'en fait, les lignes de champ, enfin, le champ, non seulement le champ a une certaine direction, mais la variation du champ a une certaine direction. Enfin, le champ en intensité, pardon, varie dans une certaine direction. Donc, je vous donne le résultat. Je ne vous donne pas la forme de l'aimant qui permet de faire ça, mais donc voilà, le champ il est orienté ici verticalement. Donc non seulement le champ est orienté verticalement, mais le champ est plus important en haut qu'en bas. C'est-à-dire que le champ est orienté verticalement et il croît vers le haut. Alors ça, en réalité, c'est autocontradictoire quand on connaît un peu l'électromagnétisme. Ça veut dire qu'en fait, les lignes de champ, pour que le champ augmente, il faut que les lignes de champ se rapprochent, mais si elles se rapprochent, du coup, elles sont plus orientées verticalement. Mais rentrons pas dans ces détails, parce qu'en pratique et en moyenne, ça fait ça. Donc, ok, si je rentre trop dans les détails, donc voilà, on va faire, enfin,
Voilà. On a une espèce de tunnel, là. Et dans le tunnel, il y a un champ magnétique orienté vers le haut, et il est plus fort ici. Là, je vais mettre B fort et B faible. OK. OK. Et l'idée, c'est que, compte tenu de ce qu'on connaît de l'interaction, enfin de l'interaction du champ magnétique avec un aimant, un petit moment magnétique, on sait que en fait, vous le savez tous, si ça c'est un aimant et ça c'est un aimant, alors mettons que ça c'est un aimant, voilà, en fait j'ai deux aimants comme ça, voilà, comme ça, ok, voilà, j'ai deux aimants, et donc j'ai un champ magnétique comme ça. Si j'ai... Et avec un gradient comme ça. Alors, ouais. Comment expliquer ça? Donc, voilà l'axe du petit aimant que j'envoie. Ça, c'est l'atome d'argent que j'envoie. Alors, en fait, le résultat... Je passe un certain nombre de détails. Le résultat, c'est que si l'aimant de l'atome d'argent est orienté comme ça, et là, c'est plus fort que là, en fait, donc, il va y avoir une précession, etc. Mais en moyenne, ce qui va se passer, c'est qu'il va être attiré de ce côté-là. D'accord? Si par contre, il est orienté de l'autre côté, il va être attiré de ce côté-là, pour le dire vite. Donc, suivant l'orientation de son champ, il va soit aller vers l'endroit où le champ est plus fort, soit aller vers l'endroit où le champ est plus faible. D'accord? Et il va être d'autant plus attiré vers le haut, ici, que son moment magnétique est important, bien sûr. Si son moment magnétique est 3 fois plus grand, la force qu'il subit va être 3 fois plus grande. Donc c'est très simple. Simplement, s'il est orienté dans l'autre sens, c'est comme s'il avait un moment magnétique moins la valeur qu'il avait vers le haut. Alors, la clé, c'est que normalement, selon la physique connue et le bon sens, les atomes d'argent qui sortent ici du four, ils ont un moment magnétique qui peut être orienté n'importe comment. On ne les sélectionne pas à la sortie, il sort ce qui sort, et là-dedans, tout ça est orienté dans toutes les directions, c'est complètement isotrope. Donc vous avez autant d'atomes qui sont orientés vers le haut, vers le bas, horizontalement, pas de déflexion du tout. Enfin, vous avez une répartition complètement isotrope du moment magnétique. Or, ce qui compte dans cette interaction, c'est uniquement la composante du moment magnétique dans la direction de l'inhomogénéité du champ. Donc, ce qui compte, c'est la composante du moment magnétique dans la direction verticale ici. Donc, vous voyez que l'atome d'argent qui a un moment magnétique orienté par là, il a comme composant, je vais le faire en plus grand, celui qui a un moment magnétique orienté comme ça, sa composante, c'est ça. En fait, c'est comme si son moment magnétique il était orienté comme ça. Parce que la composante horizontale de son moment magnétique, elle n'interagit pas là-dedans. Parce que c'est dans l'autre direction qu'il y a l'inhomogénéité. D'accord? Donc, le moment magnétique, il est orienté comme ça, par exemple. Et donc, si vous voulez, c'est une composante horizontale plus une composante verticale. Celle-là. Cette composante-là, elle n'interagit pas avec la configuration de champ, et cette composante-là, elle interagit, et c'est ça qui fait que l'atome va être dévié vers le haut ou vers le bas. Donc à la sortie du four, vous avez des atomes comme ça, qui ont une certaine composante verticale, vous avez des atomes qui sont orientés comme ça. Alors, ils ont tous la même taille, hein, ces atomes, enfin, ces moments magnétiques, puisque c'est le magnéton de bord, d'accord? La longueur de la flèche, c'est le magnéton de bord. Mais l'orientation de la flèche, ça peut être n'importe quoi. Donc, si c'est orienté comme ça, vous voyez qu'il y a une toute faible composante verticale. Et donc, les atomes d'argent orientés comme ça vont être très peu déviés. Ceux qui sortent du four exactement horizontaux,
enfin avec leur flèche exactement horizontale, ils ne vont pas être déviés du tout. Ceux qui sont orientés comme ça, eh bien, ils vont être défléchis vers le bas avec une force liée à voilà, juste cette composante-là. Et alors, la déflexion maximale, c'est les atomes qui vont sortir du four, par hasard, complètement verticaux comme ça. Ceux-là, ils vont avoir tout le magnéton de bord dans la direction verticale, donc ils vont être défléchis de façon maximale vers le haut. Et puis ceux qui sortent avec le magnéton de bord, enfin avec leur moment magnétique dirigé vers le bas, vont être défléchis de façon maximale vers le bas. Donc vous voyez, la situation est très claire. Suivant l'orientation, on va être défléchi plus ou moins vers le haut, plus ou moins vers le bas, avec un maximum qui correspond justement à la valeur du magnéton de bord. Et donc si on revient à tout ce qu'on a discuté dans la première partie sur la mesure, vous voyez que cet instrument, Stern-Gerlach, voilà, cet instrument réalise une mesure du moment magnétique des atomes, puisqu'il y a une interaction avec le système qui produit un résultat. Alors si derrière ici, je mets un écran et je regarde où vont les atomes, il y a des atomes qui vont être défléchis pas mal vers le haut. Enfin, une fois qu'ils sortent, ça va tout droit. Il y a des atomes qui vont être défléchis juste un petit peu vers le bas, d'autres beaucoup vers le bas, d'autres qui ne vont pas être défléchis du tout, etc. Donc, suivant leur moment magnétique, on va avoir des résultats différents. On va les intercepter sur l'écran à des endroits différents. Alors en pratique, hein, Stern-Gerlach, ils ont mis un écran et puis après ils ont révélé la présence des atomes d'argent par un processus chimique un peu photographique si vous voulez. On peut voir où sont arrivés les atomes d'argent. Et donc ce qu'on attend classiquement, si tout se comporte comme il faut, ce qu'on attend c'est de trouver des atomes ici, trouver des atomes enfin un peu partout, avec une proportion en fonction de la position qui correspond à la proportion des atomes qui sortent avec les différentes orientations. Alors, pour des orientations aléatoires, en fait, on s'attend à une distribution des atomes comme ça, qui en ait autant, en fait, à chaque endroit. Voilà. Si vous représentez ici le nombre d'atomes que vous collectez en fonction de la position je sais pas, Z. Là, vous allez en avoir partout pareil. Pardon. Ok. Alors oui, pardon, j'ai pas fini mon explication du fait que le Stern-Gerlach est un instrument de mesure. Donc vous voyez que l'effet produit va être différent suivant l'orientation suivant la valeur du moment magnétique dans la direction privilégiée du Stern-Gerlach, de l'appareil de Stern-Gerlach. Donc c'est un instrument de mesure. Alors j'ai dit du moment magnétique, non, en fait c'est un instrument de mesure de la composante verticale du moment magnétique, de tout ce qu'il traverse. Donc, instrument de mesure de la composante verticale du moment magnétique. Donc si vous récupérez un atome ici, vous savez qu'il avait comme composante verticale le magnéton de bord. Si vous le retrouvez plus loin, là, ici, vous savez qu'il avait comme composante verticale un moment magnétique plus grand que le magnéton de bord. Très bien. Et puis là, plus petit. Alors la composante verticale plus petite, ça c'est simplement, si intrinsèquement son moment magnétique c'est le magnéton de bord, ça veut simplement dire qu'il était orienté différemment. Donc voilà ce qu'on attend. On s'attend à trouver autant d'atomes partout ici, quel que soit...
enfin, à toutes les déflexions possibles, entre un maximum qui va correspondre au magnéton de bord à plus le magnéton de bord, donc dans sa composante verticale, et un minimum qui correspond à moins le magnéton de bord, qui est l'orientation opposée. OK. Et faisons l'expérience. Enfin, Stern et Gerlach ont fait l'expérience. Otto Stern et Walter Gerlach, 1922. Et voilà le résultat. Voilà le résultat. Les atomes d'argent se déposent tous, soit là, soit là. Nulle part ailleurs. Autrement dit, le résultat de la mesure, le résultat de la mesure de la composante verticale du moment magnétique, c'est que les atomes d'argent ont soit une composante égale à plus le magnéton de bord, soit une composante égale à moins le magnéton de bord, et jamais rien d'autre. Hein? C'est une quantification. Manifestement, c'est une quantification. On a soit plus mu B, soit moins mu B. On ne peut pas avoir autre chose. Mais comment est-ce possible? Puisque, OK, donc on est content, ça veut dire que le magnéton de bord, parce que donc, la déflexion correspond bien à la valeur du magnéton de bord, parce que, ah, OK, le magnéton de bord a une réalité, mais on devrait pouvoir être orienté dans toutes les directions. Est-ce que ça a un sens de se dire que les atomes étaient orientés, enfin, les atomes qui sortent du four, ils sortent juste par là, ou juste par là, et jamais en biais? Comment est-ce possible? Alors, il y a une première chose qu'on peut faire, c'est de se dire, OK, peut-être que par une magie incroyable, tous les atomes sortent soit par là, soit par là, mais normalement, l'expérience, elle est complètement isotrope, enfin, c'est-à-dire, en tout cas, il y a une symétrie de révolution. Donc, qu'est-ce que cette direction a de particulier? Alors, je dis que c'était vertical, donc on pourrait dire qu'il y a un effet de pesanteur, donc je ne sais pas, qui aligne, enfin, où il y a le champ magnétique terrestre qui aligne les moments magnétiques des atomes d'argent spécialement, etc. Alors ça, c'est très simple. On va prendre l'appareil de Stern et Gerlach et on va le tourner, on va le mettre horizontal et le mettre vertical. À ce moment-là, les atomes vont être défléchis, non plus soit vers le haut, soit vers le bas, mais soit vers la droite, soit vers la gauche. Suivant quoi? Suivant la composante de leur moment magnétique dans la direction droite ou dans la direction gauche. Auquel cas, si vraiment les atomes qui sortent du four, par je ne sais quelle magie impossible, sortaient tous verticaux ou horizontaux, alors si je mets l'appareil de Stern et Gerlach horizontal, cette fois, puisque leur moment magnétique est orienté verticalement, soit vers le haut, soit vers le bas, leur composante gauche-droite, c'est 0. Donc cela, il ne devrait pas être défléchi du tout. D'accord? Alors faisons l'expérience. Si on fait l'expérience et qu'on met le dispositif de Stern et Gerlach orienté horizontalement, cette fois, donc, alors je ne saurais pas le faire en perspective, mais donc on a notre jet d'atomes, on a, enfin, je vais essayer de le faire quand même, voilà, on a nos deux aimants comme ça, donc voilà, et on sort et on récupère sur un écran en perspective, donc on a toujours Z ici, mais on a maintenant le nouvel axe, donc là c'était l'axe vertical, je l'ai appelé Z, là c'est l'axe horizontal, je vais l'appeler X. C'est déjà l'heure, là? Parce qu'il ne faut pas qu'on se fasse virer. Non, on a encore un petit peu de temps. Voilà. Donc avant, ils étaient... Quand l'appareil était orienté verticalement, ils étaient tous défléchis en haut ou en bas. Voilà. Et là, maintenant,
Donc là, je m'attends maintenant à les retrouver au centre, puisqu'ils n'ont pas de composante, si vraiment ils sont sortis soit verticales, soit anti-verticales, enfin, soit vers le haut, soit vers le bas, ils ne devraient pas être défléchis du tout. Mais quand on fait l'expérience, j'allais dire sans surprise, on va trouver qu'ils sont défléchis soit vers la gauche, enfin, ou vers la droite, soit vers la gauche. De combien? Exactement de ce qui correspond au magnéton de bord. Plus mu B ou moins mu B. Autrement dit, ce nouveau dispositif, l'appareil de Stern-Gerlach, orienté cette fois horizontalement, qui est un nouvel instrument de mesure, un instrument de mesure qui mesure la composante horizontale du moment magnétique. Celui-là mesure la composante verticale, celui-là mesure la composante horizontale. Eh bien, la réponse de l'instrument, quand on le fait interagir avec le système, c'est que la composante horizontale du moment magnétique des atomes d'argent, c'est soit moins mu B, soit plus mu B. D'une certaine façon, c'est rassurant, ça veut dire que c'est bien isotrope. Alors, évidemment, je fais vertical, horizontal, je peux mettre n'importe quel angle d'orientation, à chaque fois, je vais trouver pareil. Quelle que soit la composante du moment magnétique, donc de cette petite flèche-là, quelle que soit la composante qu'on regarde, la réponse à la question « quelle est la composante ?», c'est toujours soit plus mu B, soit moins mu B. Disons, soit plus 1, soit moins 1. Et ça paraît complètement fou parce que, effectivement, non seulement il était raisonnable de considérer que les atomes d'argent qui sortent sont orientés de façon aléatoire, mais le fait qu'on ait bien l'isotropie quand on prend n'importe quelle orientation, qu'on obtienne le même résultat, confirme qu'effectivement, il n'y a pas une direction privilégiée dans cette histoire-là. Les atomes d'argent, effectivement, ils sortent aléatoirement du four. C'est-à-dire, ils sortent avec des orientations aléatoires du four. Mais, lorsqu'on mesure une composante particulière, on n'obtient que deux résultats possibles, toujours les mêmes, qui correspondent exactement à la quantification du moment angulaire introduite par Bohr. Et donc, ça donne bien un résultat quantifié, plus le minimum, moins le minimum, et jamais autre chose. Alors déjà, une des choses, quand ils ont obtenu leur résultat, ce que les physiciens étaient très, très curieux de savoir, parce que c'était une des questions qui était posée dans les préparatifs de l'expérience, c'est est-ce qu'on allait trouver, donc si la quantification était vraie, est-ce qu'on allait trouver deux valeurs ou trois valeurs avec celle-là en plus. Parce que si c'est quantifié, qu'on peut être un multiple entier du magnéton de Bohr, de même là quand je dis on peut avoir, le moment angulaire orbital doit être un multiple de h sur 2pi. h sur 2pi, je vais le noter comme on le note toujours, on le note h bar. Si vous avez entendu parler de h bar, h avec une barre en biais comme ça, c'est la bonne constante de Planck en fait. Enfin, h sur 2pi, peu importe, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise, mais c'est celle qui apparaît le plus souvent. C'est effectivement le quantum de moment angulaire, c'est h bar. Donc, oui, donc quand je dis que le moment angulaire est quantifié, il peut être que des multiples entiers de h bar, 0, c'est un multiple entier de h bar. Hein, c'est-à-dire que ça peut être h bar, 2h bar. Donc ça, disons, si on tourne dans un certain sens, on va avoir un h bar, 2h bar, 3h bar. Si on tourne dans l'autre sens, on a moins h bar, moins 2h bar, moins 3h bar, etc. Et si on ne tourne pas du tout, c'est 0. Il n'y a pas de moment angulaire si on ne tourne pas. Mais le 0, il doit être présent. Et ce qu'on voit, c'est que l'écart entre chaque valeur, c'est bien h bar, en fait. Cette quantification, c'est l'écart qu'il y a entre toutes les valeurs possibles. C'est pareil pour les photons. L'énergie doit être un multiple de h nu, mais 0, c'est un bon multiple. Il n'y a pas de photons, l'énergie 0, c'est possible. Donc là aussi, s'il n'y a pas de rotation, il n'y a pas de rotation. Et de même, alors donc la question, c'est s'il n'y a pas de rotation, si le moment angulaire est nul, il n'y a pas non plus de moment magnétique, et le moment magnétique doit être nul aussi. Et donc, à ce moment-là, si le moment magnétique est nul,
en l'occurrence, si on est orienté exactement dans l'axe, on ne devrait pas être dévié du tout et on devrait se retrouver au centre. Or ça n'arrive jamais. Et ça, c'est assez étrange. Donc c'est soit plus, soit moins et pas zéro. Ce qui veut dire qu'en fait, l'écart entre les deux valeurs possibles qu'on obtient quand on fait la mesure, ce n'est pas le magnéton de bord, c'est 2 fois le magnéton de bord. On est soit moins, soit plus, donc l'écart entre les deux, c'est 2 fois. Alors ça, c'est étrange aussi. Et en fait, c'est lié à ce dont je vous parlais, du fameux effet Zeeman anomale. On voyait qu'en fait, les raies, quand on le met dans un champ magnétique, on voyait que la raie se dédouble en 2, alors qu'on disait qu'elle devrait pouvoir se dédoubler en 3, avec une avec le moment magnétique dans un sens, l'autre dans l'autre, et puis l'autre, pas de moment magnétique du tout, enfin, ou orthogonal à la direction du champ. C'était déjà des réflexions qui étaient en l'air, et donc les gens étaient très très curieux de savoir si... Alors ils étaient déjà curieux de voir si on allait voir une quantification, ce qui paraît fou, et on va voir que c'est encore plus fou que ça, mais peut-être je ferai les détails la semaine prochaine. Donc ça paraît fou, mais la question c'est est-ce que c'est fou ou fou juste un peu? C'est-à-dire, est-ce que c'est double fou? Est-ce qu'il y a les 3 ou est-ce qu'il n'y en a que 2? C'était une des questions importantes. La réponse est claire, il n'y en a que 2, mais ça veut dire qu'il y a un écart de 2 fois le magnéton de bord. Alors en fait, plus tard on a compris ce qui se passait, c'est qu'en fait ce qu'on mesure, c'est une quantification de particules. D'abord, c'est le spin, et le spin est un moment angulaire, intrinsèque, d'origine quantique, etc., mais qui a en fait pour valeur h bar sur 2, et donc le spin de l'électron, parce que c'est le spin d'un électron qu'on voit, c'est moins h bar sur 2 ou plus h bar sur 2. Et donc, entre les deux, il y a bien un écart de h bar. Donc, c'est bien ça le quantum de moment magnétique. Mais on peut avoir la moitié. Donc, en fait, il existe 2 classes de particules dans l'univers. Des particules qui ont un spin à valeur entière de h bar, c'est-à-dire h bar, 2h bar, 7h bar. Alors, en fait, 0, 1 ou 2, mais il pourrait, enfin, potentiellement... puis si on combine des particules, on peut avoir donc des particules de spin entier, ou des particules de ce qu'on appelle demi-entiers, c'est-à-dire comme valeur du spin, la moitié de h bar. Donc, alors ça peut être h bar sur 2, 3,5 de h bar, 5,5 de h bar, ou bien moins h bar sur 2, moins 3,5 de h bar, moins 5,5 de h bar, etc., autant qu'on veut. Et vous voyez qu'à chaque fois, ça c'est important, à chaque fois, l'écart entre deux valeurs, c'est toujours un multiple de h bar. Donc dans les échanges de moments angulaires, comme dans les échanges d'énergie avec les photons, c'est toujours des multiples du quantum. Donc le quantum, c'est bien h bar. Mais n'empêche qu'on peut l'avoir en version écart entre 2,5 ou écart entre nombres entiers. Bon. Et donc, je vous disais, il y a 2 classes de particules, celles qui ont un spin entier qu'on appelle les bosons, parce que ça obéit à la statistique de Bose-Einstein, monsieur Bose. Et donc ceux-là, ils ont un spin entier. Et ceux qui ont un spin qu'on appelle demi-entier, ça ne veut rien dire, demi-entier, mais enfin, on comprend ce que ça veut dire. Enfin, ça ne veut rien dire, mais ça veut dire quand même quelque chose. C'est-à-dire, c'est un demi... bref. Un spin demi-entier, comme on dit. Et ça, on appelle ça des fermions, du nom de M. Fermi, Enrico, parce que ces particules obéissent à une autre statistique. Je ne sais pas si on parlera de tout ça, sans doute pas, je ne pense pas qu'on aura le temps, mais peu importe, juste sachez-le. Et donc c'est ça qui explique, in fine, qu'on n'a pas le zéro, parce que ce qu'on mesure, ce n'est pas un moment angulaire orbital qui lui devrait être entier, qui devrait correspondre qu'à des multiples entiers de h bar. Ce n'est pas finalement un moment magnétique associé à un moment angulaire comme ça, mais c'est un moment magnétique associé au moment
angulaire intrinsèque de l'électron qui est un spin, qui se trouve être demi-entier pour un électron est un fermion. Et donc, effectivement, ce qu'on mesure, c'est moins 1,5 et plus 1,5, donc il n'y a pas le zéro. On mesure que deux valeurs. Mais alors, on devrait obtenir, non pas moins mu b, mais moins mu b sur 2 et plus mu b sur 2. Puisque mu b, c'est le moment magnétique qu'on obtient à partir de h bar. Là, si on a h bar sur 2, on devrait avoir que la moitié de la déflexion. Oui, mais il se trouve que, pour l'électron, le lien entre moment angulaire et moment magnétique, il y a un facteur 2 qui arrive en plus. Tout à fait par hasard. Alors en fait, ce n'est pas 2, c'est 2,00, et puis il y a beaucoup de chiffres derrière. C'est quasiment 2, mais pas tout à fait. Et cet écart au quasiment 2 est l'une des mesures les plus précises qui ont jamais été faites en physique. C'est absolument extraordinaire, et qui est une validation de la théorie quantique des champs de façon absolument éblouissante. On est capable aujourd'hui de calculer l'écart à ce facteur 2 jusqu'à là, je ne sais plus, 13e décimale ou quelque chose comme ça. Enfin, quelque chose de tout à fait extraordinaire qui valide tous les concepts de la théorie des champs. Donc c'est quelque chose de très beau. Je le dis en passant parce que c'est beau, mais c'est sans doute un peu vague ce que je dis là pour vous. Mais bon, bref, sachez qu'il y a des choses derrière. En tout cas, comme on n'a pas le temps de faire plus, je ne vais pas rentrer dans le détail. On fera ça la prochaine fois parce que donc ça, c'est une première mesure et toute la structure de la physique quantique va apparaître de ce qu'on fait, de ce qu'on obtient quand on met l'un derrière l'autre en cascade, si vous voulez. Je mets un premier appareil de Stern-Gerlach qui mesure la composante verticale, et puis à la sortie, j'en mets un autre qui mesure soit à nouveau la composante verticale, soit une composante horizontale, soit une composante en biais. Si j'en mets plusieurs en cascade, qu'est-ce qui se passe? J'en mets une qui mesure la verticale, je sors des particules ici, puis je mets horizontale, je vais les sortir à droite ou à gauche, puis je remets une verticale, est-ce que ça confirme ce qu'il y avait avant? Comment tout ça se combine? Et on va expliciter ce qui se passe, et vous allez voir surgir de ça la structure, enfin une structure essentielle de l'espace des états possibles, d'un système physique, et voilà, et on développera l'essentiel de la physique quantique à partir de ça. Donc, pour l'instant, on va s'arrêter. Comprenez bien que cet instrument-là fait une mesure d'une composante du moment magnétique, et que quand on fait cette mesure, on constate. Si on veut être précis, on pourrait dire, on constate que cette grandeur physique, la composante verticale du moment magnétique, est une grandeur quantifiée. Plus exactement, si on veut être très précis, ce qu'on devrait dire, c'est le résultat de la mesure ne peut être que deux valeurs, plus ou moins, dans une certaine unité qui est le magnéton de bord, qui est bien l'unité qu'on attendait à partir de l'hypothèse de quantification du moment angulaire. Donc ça valide très profondément l'idée de Bohr de quantification du moment angulaire, même si on a compris des années plus tard que en fait c'était bien une quantification, mais pas comme on le croyait. On ne mesurait pas un moment angulaire, enfin un moment magnétique associé à un moment angulaire, mais un moment magnétique associé au spin, qui n'était pas entier mais demi-entier, donc on aurait dû avoir la moitié, mais en fait non, parce que dans le cas particulier de l'électron, c'est justement x2, et donc ça redonnait ce qu'on attendait. Mais ça, c'est un détail de l'histoire, peu importe. La structure de l'espace des états qu'on va voir apparaître en allant un petit peu plus dans l'expérience de Stern-Gerlach, c'est ça qui est vraiment capital. Et je pense qu'il ne serait pas raisonnable de démarrer ça maintenant, parce qu'on va se faire virer. En fait, oui. Ça veut dire que dans l'opération que vous avez faite, les petits vecteurs rouges de quantique, ouais. ils devraient être tous soit en haut, soit en bas. Voilà, en fait, tout se passe comme si ils étaient soit vers le haut, soit vers le bas, et jamais autrement. Sauf que si j'avais mis l'instrument dans un autre axe, en fait, tout serait passé comme s'ils avaient été, au contraire, dans cette direction-là ou dans celle-là. Ou si j'avais mis le Stern-Gerlach orienté comme ça, tout se serait passé comme si ils étaient tous sortis soit comme ça, soit comme ça.
Donc c'est comme si ce qui se passait là, alors les gens se posaient ce genre de questions au début. Est-ce que la façon dont je dispose l'instrument de Sternegger là influence la manière dont les atomes sortent, en fait, puisque c'est ça qui a l'air de se passer. Mais comment les atomes pourraient savoir quelle composante on va mesurer? Et là, les gens se disent, ouais, mais en fait, il y a largement le temps d'interagir avec le champ magnétique, parce que entre le moment où on met le dispositif et le moment où on ouvre la trappe, les signaux ont largement le temps de se propager à la vitesse de la lumière. Donc les gens se disaient, est-ce qu'on ne pourrait pas faire on ouvre et puis, hop, très rapidement, on bascule l'instrument avant que, à la vitesse de la lumière, l'information ait pu apparaître ici. Alors, ce n'était pas réalisable à l'époque, mais on commençait à avoir des expériences de pensée, voir si on pourrait faire ça dans le futur, qu'est-ce que ça donnerait. Tout un tas de réflexions comme ça, qui aujourd'hui pourraient apparaître naïves, mais qui montrent bien que, effectivement, l'idée que l'orientation du dispositif de Sternegger-là puisse influer sur la manière dont les atomes d'argent sortent, paraît un peu bizarre, mais est presque obligatoire vu le résultat. Puisqu'effectivement, si on dit que l'appareil effectivement mesure la composante verticale du moment magnétique, et que, orienté comme ça, il mesure l'autre composante, etc., il n'est pas possible qu'on ait une composante verticale qui est soit ça, donc jamais intermédiaire, et que pourtant, puisque si je mesure la composante horizontale, je peux, et non seulement je peux avoir ça, mais je ne peux avoir que ça ou ça. Donc comment je peux avoir à la fois soit ça, et soit ça, ou même soit ça, quelle que soit l'orientation, j'ai soit l'un, soit l'autre. On a l'impression que ça n'a aucun sens. C'est ça, ça pourrait être l'influence de l'aimant qui, suivant comment il est disposé, il va interagir, il va conditionner la manière dont sortent les atomes ici. Bien sûr, c'est une idée qui a été proposée. Non, pas la façon dont ils sortent, mais la façon dont ils vont être modifiés. Oui, alors l'idée, c'est que, en tout cas, selon tous les calculs classiques, Einstein a essayé d'ailleurs de proposer des choses comme ça, et c'est lui-même qui a montré qu'en fait, ce n'était pas possible. Avec qui il a fait ça? Bref, Einstein a fait ce calcul-là, de voir effectivement si, en fait, la présence du champ ne pouvait pas déjà préorienter les atomes de façon à ce qu'ils soient orientés d'une certaine façon et qu'ils soient défléchis que vers le haut ou vers le bas. Mais en fait, à partir des lois de l'électromagnétisme connues et attestées, on peut calculer l'effet, et effectivement il y a toujours une influence, et on peut le calculer, donner son ordre de grandeur, et Einstein a montré de façon claire que ce n'était pas possible, en fait, que ce soit ça la réponse. Donc tout ça est très très mystérieux, enfin a priori, enfin oui, enfin, quand on regarde ça comme ça, c'est très mystérieux, et pour lever le mystère, il faut aller très très loin, et n'y allons pas tout de suite, on ira la semaine prochaine.